L'argent n'achète pas le bonheur, mais je préfère pleurer dans ma Porsche que me fendre la gueule dans le métro. Cette réflexion de l'humoriste Jamel interroge notre rapport à nos possessions les plus chères. Et là, j'ai un aveu à vous faire, parce que cette Porsche 997 GT3 RS 3,8 litres est la mienne. J'ai eu la chance de pouvoir me l'offrir, j'en ai pleuré de joie, mais ça fait de nombreux mois que je la sors plus et qu'elle dort à l'ombre sous sa bâche. Et comme je suis plus rouleur que collectionneur, je m'en sépare. Bonjour, ici Alex Wagner, ingénieur motoriste et BMiste de cœur, mais pas sectaire pour autant. Bienvenue dans un épisode potentiellement controversé des BMistes, dans lequel je vais faire toute la lumière sur cette icône GT3 RS 3,8 litres. Avec mes lunettes d'ingénieur BMiste, je vais vous montrer pourquoi, derrière la réputation glorieuse de ce monument de la voiture sportive, se cache une réalité plus nuancée et dont personne ou presque ne parle. Installez-vous bien parce que je vais vous montrer toutes les curiosités et détails insolites de ma GT3 RS, puis je vais vous embarquer avec moi pour un essai dynamique qui promet d'être mémorable. Oh putain, il y a une ambiance ici, c'est incroyable. Ce son. Alors accrochez vos ceintures parce que c'est parti pour un voyage de découverte qui ne laissera personne indifférent. D'abord un grand merci à mon partenaire Car Vertical. Quand j'ai acheté ma fameuse M3 de 365 000 km, son compteur avait été changé suite à une panne et n'affichait que 128 000. Mon spécialiste BMW a rapidement corrigé ça, rétablissant le vrai kilométrage. Mais imaginez si quelqu'un de malhonnête s'en mêlait. C'est pourquoi quand j'inspecte une auto pour un client, j'ai mes 200 points de contrôle pour traquer la moindre anomalie. Car acheter une voiture est un investissement majeur où l'erreur n'est pas permise. Dans mon enquête, j'utilise Car Vertical pour éclairer le passé des voitures grâce à leur vaste base de données mondiale. D'ailleurs, c'est moi qui les ai contactés pour ce partenariat. En entrant le numéro de châssis, Car Vertical génère en quelques secondes un rapport complet. Ce rapport peut révéler des secrets troublants, dommages avec photos, déclaration de vol, importation ou manipulation kilométrique. Chaque inspection engage ma réputation d'ingénieur et Car Vertical m'assiste dans ce travail. Pour vérifier vous-même une voiture, cliquez sur le lien dans la description. Et en ce moment, avec le code LB, les BMistes ont droit à moins 20%. De rien. Décrite comme une déesse de la sportivité sur automobilesportif.com, la 997 GT3 RS 3,8 litres, produite entre 2010 et 2012, est encensée de superlatifs. Issue de la nécessité d'homologuer des voitures pour la compétition en catégorie GT3, Porsche a créé, la GT3. L'originalité des noms, c'est pas trop leur truc, mais quand il s'agit de performance, ils ne plaisantent pas. Le suffixe RS, abréviation de Rennsport, course en allemand, nous signale qu'on a affaire à la version la plus aboutie, optimisée pour le circuit, tout en étant immatriculable pour la route. Ces modèles RS étaient si exclusifs qu'ils étaient réservés à un cercle restreint de fidèles de Porsche. Signer un gros chèque ne suffisait pas, il fallait être sélectionné pour avoir le privilège de dépenser une fortune. Aujourd'hui, leur cote en occasion flirte avec les 170 à 200 000 euros, somme qui ne fait qu'augmenter avec le temps. Pour la vente de ma Porsche, j'ai à nouveau choisi Mechanicus. Je connais toute l'équipe et on raisonne avec la même passion. Je me sens en confiance parce que Mechanicus est intransigeant. Ils n'achètent et ne vendent que des autos aux configs remarquables avec des historiques limpides. Leur proposition de rachat immédiat est unique sur le marché. Je leur ai amené ma Porsche, ils l'ont minutieusement inspectée sur un pont, on a fait une signature électronique dans la foulée et je suis reparti avec le virement instantané déjà sur mon compte. Et comme Mechanicus n'achète cash que les modèles qu'ils connaissent parfaitement, leur risque est maîtrisé et ils peuvent rémunérer de façon juste leurs propriétaires vendeurs. Après tout, cette voiture est un gros enjeu pour moi et j'ai besoin d'en tirer le juste prix. Au premier coup d'œil, la GT3 RS frappe par son allure complètement dingue. Trop tuning, dira ma femme, sans saisir que ce missile sol-sol est strictement d'origine. Les Allemands sont pas réputés pour leur exubérance, mais cette GT3 RS est bel et bien sortie d'usine avec ses jantes rouges vifs, ses stickers assortis, l'arceau-cage écarlate et cet aileron gigantesque. Mais l'équipe Porsche Motorsport ne plaisante pas avec les performances. Regardez par exemple ces grilles à l'avant qui protègent les radiateurs. Suite à une malencontreuse rencontre avec un oiseau, j'ai dû en remplacer une. Le coût, plus de 500 €. Pourquoi une telle somme? Parce que c'est pas un simple grillage de poule, mais un matériau imprégné d'un produit spécialement conçu pour réduire le frottement de l'air et fluidifier son écoulement, ce qui permet de monter des radiateurs un poil moins grands et un poil plus légers. À l'arrière, une lunette arrière en plexi, à la place du verre, gagne du poids et abaisse le centre de gravité.
La carrosserie de la GT3 RS est plus large que la 911 classique. Regardez les hanches à l'arrière qui permettent des voies élargies et donc une stabilité accrue en virage. Et à l'avant, spécifique à la version 3,8 litres, on a des élargisseurs d'ailes qui poussent le concept encore plus loin. Mais venez voir, regardez bien. Ce répétiteur de clignotant a dû être reconçu pour épouser la forme de l'aile avant élargie. Il faut savoir que tout ce qui est éclairage automobile, ce sont des produits hautement techniques et fortement réglementés. Coût total pour Porsche, plus de 200 000 €, rien qu'en frais de conception et de développement, sans compter l'outillage et la production. Quand vous voyez l'investissement apporté dans le répétiteur de clignotant, imaginez un peu le soin apporté au moteur. Ça, on va y venir. Souvent, le client final n'imagine pas les enjeux techniques et industriels qui se cachent derrière son auto. D'ailleurs, si vous avez envie que je fasse une vidéo sur mon métier d'ingénieur motoriste, en quoi ça consiste au quotidien et les conditions d'accès au métier, n'hésitez pas à me demander dans les commentaires. Et au passage, n'oubliez pas de vous abonner pour m'encourager et pour ne rien louper de mes analyses automobiles. Et en parlant de détails, regardez cette profonde lame à l'avant. Bien qu'elle soit exposée au ralentisseur, elle joue un rôle clé dans la stabilité à haute vitesse en évitant la portance générée par de l'air qui s'engouffrerait sous la voiture. Couplée à l'énorme aileron arrière en carbone qui agit comme une aile d'avion montée à l'envers, non seulement l'auto n'a pas de portance, mais elle bénéficie d'un appui aérodynamique de 170 kg à 300 km/h, comme s'il y avait deux hommes adultes qui poussaient la voiture vers le sol. Alors ces évolutions augmentent certes la résistance à l'air, limitant la vitesse de pointe à seulement 310 km/h, mais n'oubliez pas que pour une bête de circuit, c'est le chrono qui prime sur la vitesse de pointe. Regardez, jetez un œil aux jantes, il n'y a rien qui vous choque? C'est pas seulement leur couleur rouge qui sort de l'ordinaire. Au lieu des traditionnels 5 petits boulons, on trouve un unique gros écrou central. Sur la route, ces fixations centrales améliorent sensiblement la conduite pour deux raisons. D'abord, il y a une réduction de la masse non suspendue, c'est-à-dire tout ce qui est en amont de la suspension, et ça améliore la sensibilité, la réactivité et le toucher de route, le feeling. Ensuite, en réduisant l'effet gyroscopique, c'est-à-dire la propension qu'a une roue tournante à vouloir continuer tout droit plutôt que de s'inscrire en virage, on va favoriser l'agilité. Maintenant, parlons pneus, mais parlons bien. À l'arrière, ce sont des grosses gommes de 325 mm de large, c'est-à-dire à peu près le double d'une voiture normale. Et d'origine, ce sont des Michelin Pilot Sport Cup 2, c'est-à-dire l'élite en matière d'adhérence sur le sec et à chaud. Le revers de la médaille, c'est un coût élevé, une usure rapide, la nécessité de les chauffer pour qu'ils performent au mieux et une piètre résistance à l'aquaplaning. Franchement, sur une autoroute détrempée, on se fait doubler par les poids lourds. Vous voyez comment en matière d'ingénierie automobile, tout est question de choix et d'arbitrage par rapport à un cahier des charges donné. Regardez maintenant les freins. La dimension des disques et des mâchoires qui les serrent est impressionnante. Pour comparer, je vous ai amené d'abord un disque de frein d'une voiture normale et ensuite le disque de frein de la GT3 RS. Vous voyez la différence? C'est pas seulement une question de taille. Le disque de GT3 RS, il est sandwiché, creux à l'intérieur, avec des rainures qui permettent d'évacuer les calories. Il est percé pour maîtriser la température et il est monté sur des bols en aluminium pour réduire le poids. Quand on sait qu'une GT3 RS, c'est pas vraiment un poids lourd, imaginez un peu comment elle freine. Bien entendu, vous avez l'habitude, il y a un inconvénient. Des disques de voiture normale comme ça, un jeu de 2, c'est à peu près 100 €, alors qu'un set de disques comme ça, c'est plutôt 1500. Et si vous pensez que ça c'est cher, pensez bien que l'option carbone, c'est plutôt 5000 €. Mais le secret du freinage légendaire des Porsche 911, c'est ni la taille de ses disques, ni la taille de ses pneus. Figurez-vous, c'est son moteur, ou plutôt son emplacement. Laissez-moi vous expliquer. Vous le savez, les Porsche 911 sont connus pour une particularité technique qui les distingue depuis leur début dans les années 60, c'est leur moteur en porte-à-faux arrière. Plus qu'une excentricité, cette disposition est presque un acte de rébellion dans l'univers des voitures de sport. Cette disposition, a priori hasardeuse pour une voiture de sport, pose un problème d'équilibre en virage. Au début de la 911, la situation était chronique, avec en entrée de virage un sous-virage parce que l'avant n'était pas assez lesté, puis quand on lève le pied, ça déleste les roues arrière, et là c'est le survirage, voire le tête à queue. Les premières solutions étaient pour le moins grossières. L'usine montait des masses de plomb dans les pare-chocs avant, et certains propriétaires mettaient des sacs de ciment dans le coffre avant pour tenter d'équilibrer leur voiture. Déjà, elle permet de ménager 2 petites places à l'arrière, pour des enfants ou pour des petites nanas mignonnes, selon là où vous en êtes dans votre vie.
Bon, ici la zone arrière est condamnée par l'arsocage, la GT3 RS ne se laisse pas distraire par de telles considérations. Ensuite, le poids du moteur sur les roues arrière améliore l'adhérence et la motricité, surtout sur surface glissante et en sortie de virage. Stratégie gagnante en course où chaque kilomètre par heure gagné en sortie de virage va être conservé tout au long de la ligne droite qui va suivre. Un autre avantage de cette configuration se révèle dans le freinage. On y vient. Imaginez-vous debout dans un bus ou un métro qui freine brusquement. Votre corps va être projeté en avant. Dans une voiture, ce transfert de masse vers l'avant va limiter l'efficacité du freinage sur l'arrière. Mais la 911, avec son poids concentré vers l'arrière, contrecarre ce problème et permet une répartition plus agressive du freinage pour exploiter pleinement l'adhérence des gros pneus à l'arrière. En résulte une sportive qui peut freiner plus tard et rentrer la première dans le virage, et ensuite en sortie de virage, grâce à sa motricité, c'est elle qui réaccélère la première. Et voilà pourquoi la Porsche 911 non seulement freine mieux que ses concurrentes, mais a tout raflé en compétition. Bon, vous devez penser que je vais dire que du positif sur cette GT3 RS, attendez la suite. Avant ça, il faut que je vous présente le cœur battant de cette machine, le Flat 6 Metzger, du nom de l'ingénieur motoriste légendaire qui l'a conçu. Venez voir, c'est le moteur qui dérive de la 911 GT1 victorieuse au Mans en 98. Et il ressemble à rien. Tout ce qu'on voit, c'est le boîtier du filtre à air et quelques éléments accessoires. C'est une des seules voitures que j'ai eues et qui ne m'a jamais donné envie de lever le capot juste pour en contempler le moteur. Une vraie déception, surtout quand on compare à l'équivalent des années 70. Regardez un peu le compartiment moteur de cette autre 911 que j'ai eu la chance d'avoir, une réplique de 911 RS 3 litres de 74. Quand on parle de Flat 6, ça veut dire que les 6 cylindres sont disposés à plat. C'est comme un V6 mais dont le V serait complètement ouvert à 180 degrés. Avantage, c'est d'abaisser le centre de gravité, ce qui permet à la voiture de virer à plat. Du coup, le pneu travaille mieux, il y a plus de grip et un passage en courbe à une vitesse plus élevée. Le Flat 6 Porsche, c'est un boxer. Ça veut dire que les pistons sont en opposition, comme les poings d'un boxer, ce qui apporte un équilibrage parfait et dispense de rajouter des contrepoids. Pour vous en rendre compte, faites d'abord ça avec vos bras, et puis ensuite comparez quand vous faites ça. Vous sentez la différence d'équilibre? Alors je simplifie un peu parce qu'évidemment il y a plusieurs rangées de cylindres, mais vous voyez l'idée. Le Flat 6 Metzger de cette RS 3 litres 8 est un véritable pic chez Porsche. Sans l'aide de turbo, ce 3 litres 8 déploie 450 chevaux, c'est-à-dire 118 chevaux par litre, une puissance spécifique qui est exceptionnelle et promet une expérience de conduite exaltante. Pour y arriver, ce moteur est capable de prendre 8500 tours, une valeur exceptionnelle. Par comparaison, une Peugeot 3008 HDI sera incapable de dépasser les 5000 tours. Tout est minutieusement étudié pour favoriser les hauts régimes, comme par exemple les bielles en titane, matériaux extrêmement légers et résistants. Mais ne vous y trompez pas, cette GT3 RS sait aussi se montrer docile avec un couple généreux qui arrive dès les régimes intermédiaires grâce à un système de conduite d'admission dont la longueur peut varier en fonction du régime et aussi un calage variable des arbres à cames qui commandent les soupapes. Mais plutôt qu'un discours, je vais vous montrer dans quelques instants ce que ça donne à l'usage sur la route. Monter à bord d'une GT3 RS, c'est pénétrer dans un univers où chaque détail crie course. Et tout ça d'origine en sortie d'usine. L'arsocage, c'est pas pour faire genre, il assure votre sécurité en cas de tonneau et rigidifie la coque pour un comportement plus rigoureux. Les sièges baquets en carbone, ultra légers, ils maintiennent parfaitement en place et en plus ils basculent pour laisser glisser des sacs à l'arrière. Et le tissu qui les habille, c'est pas de la radinerie de la part de Porsche, mais un choix raisonné parce que ça glisse moins que le cuir. En plus c'est du Nomex, tissu anti-feu, utile quand on a un gros extincteur livré dans la voiture de série. Non ma chérie, pas de quoi s'inquiéter, c'est juste une précaution, promis. Quant au harnais 6 points, je vais vous montrer. C'est vraiment le top pour avoir le sentiment de faire corps avec la voiture. Par contre, il y a un réel inconvénient sur la route. Vous allez comprendre. Parce qu'une fois qu'on est bien serré dans la voiture et qu'on arrive à un carrefour et on veut se pencher pour regarder, on ne peut pas, on est coincé. Ah, et l'Alcantara qui recouvre toutes les surfaces de commande, c'est fonctionnel là encore, parce que ça glisse moins que le cuir, surtout quand on pilote avec des gants ignifugés. Le volant, lui, reste épuré, simplement il y a un petit marquage jaune sur la position de midi qui permet de savoir où on en est.
C'est subtil, mais ce petit repère jaune peut aider à gérer les transferts de charge. Parce qu'une 911 qui est légère de l'avant va apprécier de rentrer sur le virage un peu sur les freins. Et donc plus on va braquer le volant, et plus on saura qu'il faut soulager la pédale de frein pour laisser du grip disponible pour faire pivoter l'auto. Et à l'inverse, en sortie de virage, plus on va débraquer le volant et plus on pourra enfoncer progressivement, graduellement l'accélérateur pour motricer et reprendre de la vitesse dans la ligne droite. C'est passionnant l'apprentissage du pilotage dans une 911. Maintenant, la clé de contact à gauche dans une Porsche, ça vous dit quelque chose? C'est un de ces petits détails croustillants que tout fan de la marque connaît par cœur, ou du moins c'est ce qu'il pense. La légende veut que cette tradition remonte au départ des 24 heures qui jusqu'en 70 se faisaient en épi. Les pilotes Porsche, après leur sprint effréné, pouvaient actionner le démarreur avec leur main gauche et simultanément enclencher la première, gagnant ainsi 1 ou 2 secondes. Je pense que chaque commercial Porsche doit réciter cette histoire au moins une fois par jour sur le ton de la confidence intime. Mais vous voulez savoir la vérité? Un peu moins glamour, je la tiens du curateur du musée Porsche à Stuttgart. Retour en 1948 avec le prototype de la Porsche 356, ancêtre de la 911. Elle avait déjà la clé à gauche, héritage direct de la coccinelle. La raison? À l'après-guerre, les matériaux, y compris les fils électriques, se faisaient rares. En mettant la clé à gauche, ça permettait à Porsche de gagner quelques centimètres de fil électrique et donc un petit peu d'argent. Et sachant qu'à l'époque, Porsche était juste une petite équipe qui bricolait dans un hangar en Autriche, chaque petite économie comptait. Remarquez, dans une GT3 RS, cette mesure se justifierait pour le gain de poids, tout comme les lanières en tissu qui font office de poignée de porte. Mais franchement, entre nous, je pense que ces lanières contribuent surtout pour coursifier l'ambiance. Dans l'habitacle, on trouve une série de boutons très racing. Un premier pour ajuster la suspension, de ferme à encore plus ferme. Il n'y a pas de mode confort ici, on est là pour sentir le bitume sous nos roues, pas pour flotter sur un nuage. Ensuite, il y a le bouton sport qui libère les vocalises de l'échappement et ajuste légèrement la gestion du moteur en fonction de la contre-pression désormais réduite de l'échappement. Moi, je le laisse tout le temps activé, vous allez vite comprendre pourquoi. Au passage, bravo à Porsche pour avoir résisté à la tentation de rattacher à ce bouton sport plein de fonctions à l'appel, à l'inverse de certaines pseudo-sportives qui peuvent en perdre leur âme. Pour voir l'exemple à ne surtout pas suivre, je vous invite à regarder mon essai éclair de ma petite Abarth 500. Pour les plus téméraires, 2 derniers boutons vous tendent leurs bras. Un pour dire ciao au contrôle de trajectoire et un autre pour dire au revoir à l'antipatinage. Au centre trône une boîte manuelle à 6 rapports, la dernière génération de RS à en être équipée. Ça fait une raison de plus pour l'aimer, d'autant que les 5 premiers rapports sont ici raccourcis de 13%, ce qui favorise la vivacité et l'accélération au détriment du raffinement, du confort et de la consommation. Allez, assez parlé, montez pour l'essai dynamique, je vais vous montrer ce que Porsche entend par voiture connectée. Nous voilà à bord de la 997 GT3 RS et je me traîne là, mais je suis dans une ambiance, c'est incroyable. Je suis serré par le harnais, par le baquet en tissu ignifugé. Il y a un bruit autour de moi, il y a des vibrations, et je sens dans mon pied droit, dans mes orteils, à travers ma chaussure, les vibrations du moteur. C'est super agréable. Je suis émotionnellement connecté au truc. C'est un truc de dingue, même quand on se traîne. Un des premiers trucs qui marque, qui est renversant dans cette GT3 RS, c'est la vivacité du moteur. Alors il y a un peu moins de trafic là. On va baisser quelques rapports. Et là, ça se déchaîne. Oh putain, il y a une ambiance ici, c'est incroyable. Oh, j'ai le cœur qui bat. Oh, ce mur de son. La tenue de cap est vraiment impeccable. La voiture est verrouillée au sol. Ce moteur, il a des dents. Oh là là. J'ai les petits poils sur l'arrière de mon cou qui se sont hérissés là. Ce son. Ah putain.
Alors il faut que je vous parle un peu de la direction. La direction, elle est tout bonnement incroyable. Je n'ai jamais senti un truc pareil. C'est-à-dire que juste là, en légère courbe, par la pointe des doigts, je sens les petites variations du tarmac dans mes doigts. Je sens les petites micro-bosses, je sens les changements légers de surface. C'est incroyablement tactile. J'ai comme de l'électricité dans mes doigts. Et je dois vous raconter une petite histoire. Quand j'ai acheté ma GT3, j'ai pleuré de joie. Et ce qui m'a fait pleurer de joie, ça va peut-être vous étonner, mais c'était pas le moteur, c'était la direction. Et c'était tellement marquant parce que juste quand j'ai sorti la voiture du parking, déjà dans le parking, je sentais qu'il se passait dans le volant un truc que je n'avais jamais senti sur aucune autre voiture avant. À 5-10 km/h sur un parking, on a déjà une remontée d'informations qui annonce ce qui va suivre sur route ouverte. C'est remarquable. Et le moment où j'ai pleuré de joie, là c'était ensuite sur la route, quand la route s'est dégagée et quand j'ai commencé à hausser un peu le rythme, et là le volant dansait dans mes mains avec ses remontées d'informations sensuelles qui est à la fois filtrée, c'est-à-dire que c'est une voiture qu'on peut tolérer à conduire sur un road trip pendant 8 heures par jour, et à la fois il y a tout le temps de l'information. C'est tellement bien jaugé et jugé comme direction assistée, hydraulique évidemment, parce qu'aujourd'hui sur les directions assistées électriques, on ne sait pas encore faire quelque chose de cette qualité-là. C'est tout bonnement remarquable. Alors évidemment, une autre notion liée à la direction, c'est à quel point la voiture est incisive de l'avant. Dès qu'on commence à tourner le volant, elle a envie de bondir vers la corde. Je parle de corde, comme si j'étais sur un circuit. Non, elle a envie d'engager, elle est incisive, il y a du mordant à l'avant. Ça donne une impression de vivacité à la voiture, une impression de légèreté. On a l'impression au volant, dynamiquement, qu'elle pèse beaucoup moins que ses 1370 kg. J'ai l'impression, subjectivement, d'être dans une voiture qui pèse peut-être 1 tonne 100. Quand on se trimballe en ville, la GT3 RS est parfaitement utilisable. Elle est docile, le moteur est souple. Il n'y a jamais le moindre à-coup, ni hésitation, ou hoquetement, ou vibration anormale. Non, elle est sage, on peut tout faire avec. Je profite d'un bref arrêt pour vous partager quelque chose de spécifique à la GT3 RS. Vous entendez ce bruit, écoutez. On dirait comme un moulin à poivre dans lequel on aurait mis des gros grains de sable. Ça vient de la transmission à l'arrière, donc c'est en train de faire... On dirait que la transmission est en train de s'auto-détruire en se mangeant de l'intérieur. Et c'est pas alarmant du tout, au contraire c'est parfaitement normal. Pourquoi? Parce que le volant moteur est très léger. Le volant moteur, c'est un gros poids qui permet de lisser les explosions du moteur et donc d'éviter ce genre de vibration parasite. Pour le confort et l'acoustique, c'est nécessaire. Par contre, quand une voiture n'a pas comme priorité le confort ni l'acoustique, on met un volant moteur beaucoup plus léger. Et du coup, ça permet une montée en régime, une réactivité du moteur beaucoup plus vive. Écoutez cette réactivité au point mort. Voilà. Ça, une GT3 normale, elle le fait pas tout à fait aussi bien parce qu'elle a son volant lourd à entraîner. Tout est question de compromis en matière d'automobile. Le moteur, faut pas croire ce que vous avez lu ou entendu, il est coupleux en bain. Là, regardez, je suis en seconde, je suis à 2500 tours, je vais appuyer et ça repart fort. Il n'y a pas de problème de couple. En fait, ce que les gens appellent le côté creux du moteur, c'est simplement par contraste. Parce qu'effectivement, de 5000 tours à 8400 tours, vous vous rendez compte, 8400 tours, là c'est une sorte de déchaînement explosif, un déferlement. Et donc par comparaison à ça, évidemment, à 3000 tours, c'est pas la même chose. Mais il ne faut pas croire que le moteur est creux. Par rapport à, je sais pas, ma BM M3 E36 3 litres 2, si je me mets là à 3000 tours et j'appuie, ça part beaucoup plus fort. Non, ce moteur ne manque pas de couple.
La boîte de vitesse est ferme. Elle demande une certaine poigne. Si j'essaie de changer les rapports avec juste mon index, ouais, j'y arrive tout juste, mais je me suis fait un peu mal au doigt. Non, il faut prendre toute sa main et changer les rapports, et là ça se passe très bien. Et c'est cohérent avec l'embrayage, parce que l'embrayage lui aussi est très ferme, voire en ville il est franchement lourd et désagréable. Sur route ouverte, il devient parfaitement en adéquation avec la voiture, parce que les mouvements de caisse sont fermement contrôlés, la boîte de vitesse est ferme, l'embrayage est ferme, donc tout ça c'est un tout qui est cohérent. Excusez-moi, il y a eu une ouverture dans le trafic, je ne pouvais pas m'en empêcher. Waouh! Et le pédalier est parfait. Regardez, je vais double débrayer là en arrivant dans un rond-point. Nickel. Avec un moteur qui prend aussi vivement ses tours, c'est très facile à faire. Là, on va rentrer un peu fort dans le rond-point. Bah, la voiture a un grip monumental, hein. Et une allonge. Ça y va, ça y va. Alors c'est intéressant parce qu'en sortie du rond-point là, eh ben, il y avait un petit mouvement de caisse de l'arrière. L'arrière a commencé à se dandiner, mais pas suffisamment pour déclencher le contrôle de trajectoire ou l'antipatinage, c'est-à-dire les seuils sont bien calibrés pour une conduite sportive. On peut attaquer, la voiture va danser sur ses pneus et le plaisir ne va pas être coupé par un système sursensible qui essaye de nous traiter comme un adolescent qui n'a pas encore son permis. Non, c'est une voiture pour des adultes responsables et il faut s'en servir avec humilité. Je profite d'être dans un village avec un revêtement qui est pas top sur la route et des dodanes pour vous parler du toucher de route et du compromis comportement-confort de la suspension. Alors évidemment les mouvements de caisse sont très bien contrôlés, c'est vraiment une main de fer qui contrôle les mouvements de caisse dans les virages à haute vitesse et pour autant, alors là vous voyez peut-être le haut de mon torse qui se ballotte un peu dans la voiture avec le revêtement dégradé, mais le truc qui est subtil, c'est que la suspension n'est pas du tout sèche. Ça fait que la RS, on peut l'utiliser, alors on ne va pas l'utiliser en daily pour tous les jours, par contre on peut très bien faire un road trip avec et on peut rouler 8 heures par jour et de façon confortable grâce à cette suspension bien calibrée. Je pense qu'il y a un autre élément qui contribue à la finesse de la suspension, c'est la rigidité de la caisse. Là, on a une caisse qui à la base est très rigide et en plus l'arceau-cage que vous voyez derrière moi, il rajoute de la rigidité à la coque, si bien que les suspensions peuvent faire leur travail sans que la caisse intervienne de façon parasite. Alors on serait tenté de croire qu'une GT3 RS, c'est comme une voiture de course immatriculée. Mais la réduire à ça, ce serait lui faire une grande injustice. Pourquoi? J'ai déjà eu la chance d'avoir une voiture de course immatriculée et sur la route, c'était un enfer. La suspension était atrocement sèche et parce qu'il y avait un niveau de bruit dans l'habitacle qui était insupportable au-delà de 10-15 minutes. Non, cette voiture, c'est beaucoup plus qu'une voiture de course immatriculée. C'est une voiture de course qui prend les deux univers et qui savamment, subtilement les mélange pour apporter le meilleur des deux univers. Alors j'ai conscience qu'à m'écouter, vous devez vous dire, mais elle a que des qualités cette voiture, mais pourquoi Alex il vend sa GT3 RS? Je vais vous montrer. Alors, ce qui s'est passé là, c'est que j'ai commencé à envoyer un peu. Et quand on envoie dans cette machine, le moteur a tellement d'allonge, le châssis est tellement accompli et tellement rigoureux qu'on peut rouler très vite. Et dans un univers post-apocalyptique où il y aurait eu une attaque de zombies qui aurait décimé la planète et on serait le seul survivant, avec des routes intactes, ce serait la voiture parfaite. Mais on ne vit pas dans ce monde. Il y a d'autres usagers de la route, il y a des flashs, il y a des radars, il y a des gendarmes.
je tiens un bon permis. Et donc le problème, c'est que je ne me sens pas de la cravacher avec abandon et je dois au contraire me maîtriser, me discipliner à chaque instant parce que la voiture ne demande que ça. Et donc c'est un exercice perpétuel de restreinte et de discipline. Et ça, je suis désolé, pour moi, c'est antinomique à la liberté avec laquelle j'aime aborder l'automobile. On ne peut pas rouler des heures durant comme ça parce que on va faire peur aux gens, on va perdre son permis et c'est voilà, c'est ça mon grand regret avec cette voiture. Elle est limite trop accomplie. Alors je vais vous dire maintenant pourquoi, en plus d'être glorieuse, je pense que cette GT3 RS est une voiture importante. C'est que c'est la dernière RS Porsche à être équipée d'une boîte manuelle. Pourquoi c'est important? Les boîtes PDK, c'est-à-dire les boîtes robotisées à double embrayage, elles sont meilleures pour faire un chrono. Et la raison d'être d'une RS, c'est de faire le meilleur chrono possible sur une piste, tout en étant utilisable sur route pour pouvoir se rendre sur la piste. Donc, il y a une certaine logique aujourd'hui à ce que les versions RS ne soient proposées qu'avec la boîte PDK automatique à double embrayage. Par contre, quand une Porsche RS prend de l'âge et devient un classique, et là, on cesse et prend de la valeur aussi. Là, on va cesser de l'utiliser sur circuit et on va l'utiliser en loisir sur la route, comme je suis en train de faire là. Et là, en loisir sur la route, une boîte manuelle, c'est préférable pour plein de raisons. D'abord, chaque boîte manuelle a sa propre personnalité. Et ensuite, à l'intérieur de chaque boîte manuelle, chaque conducteur va avoir son changement de rapport qu'il va préférer. Alors qu'avec un système avec les palettes au volant, chaque changement de rapport est identique parce que c'est juste un micro-switch sur une palette. Donc ça manque de personnalité. Ensuite, avec une boîte manuelle, on est engagé dans l'acte de conduire. On participe davantage parce qu'il faut coordonner l'embrayage et la boîte, parce qu'on peut choisir à chaque changement, est-ce qu'on va faire un changement plutôt lent, comme voilà, là je viens de faire là, ou est-ce qu'on va faire un changement plutôt rapide, voilà, comme là je viens de faire là. Et quand on descend les rapports, on est engagé dans l'acte de soit double débrayé, voilà, donc ça m'a engagé dans l'acte de conduite, et également on peut faire un talon pointe. Là je me mets en 4 et je vais talon pointer jusqu'à la seconde. Voilà, là je suis sur les freins, je descends en 3e et puis en 2e. Et le fait de faire un talon pointe, ça l'a fait sans un coup. Et j'étais investi dans le processus parce que mon pied était à moitié sur la pédale de frein et à moitié en train de pivoter pour mettre un petit coup de gaz avec le rebord de ma chaussure, tout en utilisant l'embrayage doublement. Une première fois pour le mettre au point mort, et au point mort j'ai mis le petit coup de gaz, et encore une deuxième fois pour sortir du point mort et enclencher le rapport inférieur. Donc vous voyez à quel point j'étais investi dans l'acte de conduite, alors qu'avec des changements, avec des palettes au volant, j'aurais juste fait clac, clac, 2 fois sur le micro-switch, et ça m'aurait retiré toute cette profondeur d'engagement, cette connexion avec la machine. Alors évidemment, une boîte PDK à double embrayage robotisé va passer les rapports beaucoup plus vite que moi je ne le pourrais. Mais parfois, comme en sexe ou en restauration, la rapidité n'est pas une fin en soi. Ferdinand Porsche, qui a fondé la marque, a dit que la dernière voiture à rouler sur Terre sera une voiture de sport. Je ne peux que lui donner raison, parce que ces voitures de sport, ce sont des engins de passion. Comme vous avez pu le constater, cette GT3 RS 3 litres 8 n'est pas qu'une simple voiture. C'est un jalon historique dans l'univers de la voiture de sport, brouillant habilement les frontières entre route et circuit. L'avoir dans mon garage a été un pic dans mon parcours automobile et je ne l'oublierai jamais. Mais tout comme il faut avoir eu de l'argent pour se rendre compte que l'argent ne rend pas forcément heureux, j'ai dû posséder cette icône pour me rendre compte que mon bonheur est ailleurs. Son potentiel de piste, là où elle excelle, reste hors de portée de mon budget entretien. Sans parler de l'inquiétude permanente de l'abîmer ou de la dévaluer par une utilisation trop normale. Peut-être que j'ai juste pas les moyens de pleinement jouir d'une telle machine. La liberté, pour moi, c'est de conduire sans contrainte.
chose que je n'ai jamais tout à fait ressentie avec la GT3 RS. Entre le stress du stationnement, les frôlements en ville, surveiller ce que font les autres, guetter les gendarmes, l'insouciance me manquait. Chaque sortie devenait un exercice de retenue, de discipline et de self-control. Peut-être que je cherche quelque chose de différent dans la conduite. Le plaisir de cravacher une auto, de pouvoir ouvrir en grand pendant plus de 3 secondes à la fois, le défi de pouvoir conserver en virage une vitesse chèrement acquise en ligne droite. Bref, la joie de conduire vite une voiture lente, sans intimidation ni répression. Qu'en pensez-vous? Mon point de vue résonne ou je suis à côté de la plaque? J'ai hâte de lire vos réactions. Et maintenant, enchaînez avec ma prochaine vidéo dans laquelle je creuse cette idée de moins, c'est parfois mieux via l'essai éclair de ma petite Abarth 500. Spoiler, je risque pas de me faire que des amis parmi ses fans en expliquant pourquoi. Pour moi, l'Abarth 500 tient plus du gadget que de la sportive authentique. À bon entendeur.